This episode is presented by State Farm. Having insurance isn't the same as having State Farm. It's like expecting the leadership of a team captain on the football field, but getting a sea captain. You wouldn't settle for just anything for your team. Shouldn't it be the same for your insurance? So don't settle for just any insurance when you can go with a leader. State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. On reste au Canada pour une nouvelle classique, qui est d'ailleurs la dernière classique d'un jour de la saison, à part le monument qui va rester au mois d'octobre, le Tour de Lombardie. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Montréal, une course de 213 km, assez similaire au Grand Prix de Québec, seulement un tout petit peu plus dur, mais sinon c'est le même principe. C'est un tour d'environ une douzaine de kilomètres que l'on va faire à 17 reprises, avec une seule difficulté que l'on a donc passé 17 fois. C'est la côte Camillien-Houde, 1 km 800 à 7,3%. En comparaison, sur le Grand Prix de Québec, la côte de la montagne, elle ne faisait que 600 mètres. Elle était un petit peu plus pentue, autour de 9%, mais 3 fois plus courte. C'est pour ça que ce Grand Prix de Montréal sied plus aux grimpeurs qu'aux punchers, même si l'arrivée, elle, se fait sur du plat. D'ailleurs, la dernière ascension de la côte Camillien-Houde, elle est située encore à 8 km de l'arrivée, parce qu'elle est plutôt au début du tour, alors que sur le Grand Prix de Québec, la côte était vraiment dans le final. Comme le Grand Prix de Québec, ce n'est que la 14e édition. Robert Gesink était le premier vainqueur. On suivi Rui Costa, Lars Nordhog, Peter Sagan, Simon Gerrans, Tim Wellens, Greg Van Avermaet. S'y est imposé 2 fois Diego Ulissi, Michael Matthews et puis plus récemment Tadej Pogačar en 2022 et en 2024. Il est donc le tenant du titre et Adam Yates en 2023. Aucun Français n'a jamais remporté cette compétition. L'an passé, Julien Alaphilippe était déjà là. Il avait fait 3e derrière Pogačar, Pello Bilbao. Et Pogačar qui était évidemment là aujourd'hui, puisqu'on retrouve exactement la même start list que sur le Grand Prix de Québec, avec un Pogačar qui sera le leader de la Team Emirates. Mais attention, Adam Yates, autre ancien vainqueur, est aussi là dans son équipe. On a Michael Matthews, autre ancien vainqueur pour la Jacko Alula. Et puis Wout van Aert pour la Visma. Skjelmose, qui était là dans le final sur le Grand Prix de Québec, sera là avec Quinn Simmons. On aura toujours Florian Lipovitz pour la Red Bull, Valentin Madouas pour la Groupama FDJ, Pello Bilbao, 2e l'an passé et donc là de retour. Le duo Paul Lapera, Dorian Godon, les punchers, on va voir s'ils seront capables de résister dans cette difficulté. Nelson Poles pour l'IF, Alberto Bettiol qui était aussi là dans le final du Grand Prix de Québec, 3e pour l'XDC Astana Team. Attention à Oscar Onley, qu'on n'a pas vu sur la course de Québec mais qui sera peut-être plus incisif aujourd'hui. Binyam Girmay, Alexa Rambourou, Arnaud Delis, est-ce que ce ne sera pas un peu trop dur pour lui aujourd'hui? Tout comme pour Corbin Strong, qui sont les 2 meilleurs grimpeurs des sprinteurs. Et puis bien sûr, Julien Alaphilippe pour la Tudor. Et puis Tobias Aland Johannesen aussi pourrait être là dans le final. En plus de la petite équipe canadienne qui va se faire plaisir de nouveau à affronter les meilleurs du peloton pour tous ces coureurs amateurs. Est-ce que Julien Alaphilippe va être capable d'aller faire un improbable doublé? Notez qu'il y a un seul coureur qui a réussi à remporter le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal la même année. C'est Simon Gerrans en 2014 qui avait réussi cette belle petite performance. Mais aujourd'hui, ça sera plus compliqué pour Alaphilippe parce que c'est un parcours qui sied mieux à Tadej Pogačar. Mais bon, Tadej Pogačar, on l'a vu, il y a 2 jours est en reprise et il y a donc possibilité de le battre aujourd'hui. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est reparti. Le départ, encore une fois, c'est un départ arrêté. On part pas lancé, il n'y a pas de neutralisation de la course. Ça part sur la ligne. Et alors, on va voir s'il y a des coureurs qui jaillissent là dès le début. Je crois pas parce que les coureurs de la petite équipe nationale canadienne, ils sont pas en première ligne cette fois comme ils l'étaient sur la ligne de départ. Ils vont devoir un petit peu d'abord remonter le peloton avant d'attaquer. Mais il y a malgré tout ça, il y a des attaques directes avec un coureur de l'XDIS Astana Team qui est le premier à sortir. Et on verra s'il y a une échappée plus grande que sur le Grand Prix de Québec où vous n'avez été que 4 finalement à s'envoler assez rapidement. Là déjà ça se bat un peu plus. On a au moins 7-8 coureurs qui ont suivi l'attaque du coureur de l'Astana et un peloton d'où des coureurs sortent encore. Donc ça va se battre un peu plus pour l'échapper parce que c'est vrai que sur le Grand Prix de Québec ça s'était fait littéralement en 20 secondes.
Là, on est déjà parti depuis plus de 20 secondes. Et il y a une bonne dizaine de coureurs qui est sorti et d'autres coureurs qui tentent encore de sortir. Un peloton qui commence à un rythme un petit peu plus soutenu que sur le Grand Prix de Québec. Allez, on est parti depuis une dizaine de kilomètres. Et les attaques qui commencent un petit peu à se calmer, à diminuer. On a 7 coureurs à l'avant. Avec Jørgen Nordhagen, le Norvégien de la Visma Lease Bike. Pascal Enkorn, Hollandais de la Soudal Quickstep. Andrew August et Artem Schmitz, 2 Américains qui roulent pour la Ineos Grenadier. Victor Lafay qui est devant. Le Français de la Decathlon AG2R avec Frank Vandenbroek. Hollandais de la Picnic PostNL et Ambret Svestad Bartseng, autre Norvégien qui lui roule pour l'Arkea BNB Hotel. Ces 7 coureurs qui sont sortis, aucun coureur à noter de la petite équipe canadienne n'a pu se joindre à l'avant parce que il a fallu se battre là. Et en plus, on commençait directement dans la difficulté de la côte Comilien-Wood. C'était pas facile, surtout à froid, sans la moindre. Je suppose qu'ils ont fait des tours avant, qu'ils ont roulé avant sur des vélos d'entraînement, mais voilà, il n'y avait pas de pré-course pour se chauffer un petit peu les jambes. C'est parti fort, c'est parti vite. Ils ont 30 secondes d'avance. Et pour l'instant, l'écart qui ne grandit pas non plus. Le peloton qui quand même continue un petit peu de rouler. Parce qu'il y a probablement d'autres coureurs intéressés pour aller à l'avant. Et donc pour l'instant, cette échappée de 7 coureurs qui a fière allure plutôt, n'est pas encore complètement validée par le peloton. L'écart qui grandit un petit peu pour les 7 hommes de tête. Mais déjà en tête du peloton, on voit Nils Politt, le coureur de la Team Emirates, prendre les choses en main, rouler, contrôler l'écart. Il y a seulement 1 minute 20 d'avance pour les 7 hommes à l'avant. Autrement dit, on est pour l'instant sur un profil d'étape assez différent de celui d'il y a 2 jours. Avec la Team Emirates qui est impliquée dès le début, alors qu'on les avait quasiment jamais vus en tête du peloton sur le Grand Prix de Québec. Et puis à noter quand même, c'est assez étonnant, que comme sur le Grand Prix de Québec, après même pas 10 km, il y a un abandon, et c'est le même coureur. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe pour Ruben Guerreiro, le Portugais de la Movistar. Mais sur le Grand Prix de Québec, après à peine 10 km, il avait abandonné, ça avait été le premier. Et bis repetita aujourd'hui, on a fait 10 km et Ruben Guerreiro est déjà à la voiture. Alors, est-ce qu'il est complètement malade? Est-ce qu'il n'avait pas du tout envie d'être là? Je ne sais pas, mais c'est quand même très étonnant. 2 fois, il prend le départ et 2 fois, il abandonne immédiatement. Je ne suis pas sûr qu'on soit très satisfait de ça du côté de la Movistar, mais voilà, Ruben Guerreiro, qui ne sera que le premier d'une longue liste d'abandons. Mais comme sur le Grand Prix de Québec, c'est encore lui le premier, et vraiment dès le début, à jeter l'éponge. 175 km de l'arrivée. Et le rythme qui est beaucoup plus élevé que sur le Grand Prix de Québec. Le peloton qui est carrément en file indienne, là, mené par un Nils Politt déchaîné. On a vu aussi des coureurs de la Tudor, Lucas Ericsson passer des relais, ainsi que des coureurs de la Lidl Trek. On a probablement foi en Mathias Kjelmose aujourd'hui du côté de la Lidl Trek. Mais en tout cas, là, ça va très vite et du coup, c'est compliqué pour les échappés de prendre beaucoup d'avance. Il y a 1 minute 38 seulement pour les 7 hommes de tête. Alors qu'il y a 2 jours, sans forcer, les 4 coureurs de tête avaient largement pris 5-6 minutes assez facilement. Donc on est sur un profil pour l'instant d'un déroulement d'étapes très différent. Pourquoi? Parce que Tadej Pogačar appréhende la course de manière très différente aujourd'hui. Il veut absolument gagner. Et donc il durcit la course d'entrée avec un Nils Politt qui est parti pour, à mon avis, là, il est devant depuis quasiment le tout début. Et il va probablement faire 150 km comme ça en tête du peloton à épuiser tout le monde. Le peloton qui revient presque trop vite sur les échappées. On est encore bien sûr loin, 145 km de l'arrivée. Nils Politt qui n'est pas le seul à travailler. Il est vraiment aidé par un coureur de la Tudor et un autre de la Lidl Trek. Et ces 3 coureurs à eux seuls, ils sont en train de revenir. Il y a 45 secondes seulement d'écart entre les 7 hommes de tête. Les pauvres Jørgen Nordhagen, Pascal Enkorn, Andrew August, Artem Schmitz, Victor Lafay, Frank Vandenbroek et Ambret Svestad Bartseng qui font des gros efforts pour pas grand-chose là. Parce que l'écart est sous la minute désormais. On est au cœur du 6e tour de circuit. Et pour l'instant, on ne donne vraiment rien à ces hommes à l'avant. Mais voilà, c'est pas forcément très malin non plus de les reprendre trop tôt parce que ça va inciter d'autres coureurs peut-être à sortir. D'ailleurs, là, je vois le peloton qui n'est plus en file indienne du tout, là, qui ressemble à être groupé. Je crois qu'on va peut-être redonner un petit peu de champ. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris avec un chat qui est le peloton et qui est assez cruel, qui joue avec une souris qui n'est pas encore morte. Ce sont les échappés, mais qui là décide de leur donner un petit peu d'espoir de survie. Ouais, ils ralentissent le rythme complètement là, le peloton. Nils Politt qui d'ailleurs discute avec le coureur de Lidl Trek en disant attends, on va se calmer un peu parce que sinon il y a des coureurs qui vont être incités aussi peut-être à faire le jump, à tenter de rejoindre les 7 hommes à l'avant en étant plus frais, ça serait dangereux. Peloton qui se calme d'un coup et l'écart qu'il a, le temps que je parle, est remonté immédiatement de 30 secondes, 1 minute 10 désormais entre les échappés et le peloton. Un petit peu d'air pour les hommes de tête. Et voilà l'écart un petit peu faible qui incite des coureurs à partir en compte, même s'ils attaquent au moment où l'écart est en fait le plus grand, parce qu'il y a 1 minute 50
Et 3 coureurs qui décident de partir avec Laurens Pitty pour la Red Bull Boranzro, avec Lewis Aski pour la Groupama. Il y a Ide Schelling aussi qui a tenté d'essayer pour l'XDC Astana, mais qui n'a pas réussi. Ide Schelling, c'était lui qui avait été le premier attaquant du jour, là, qui était parti derrière le kilomètre 0, donc il a vraiment envie d'être devant, mais c'est encore raté là pour l'instant. On a juste le duo Laurens Pitty, Lewis Aski, qui est donc parti en contre. Ils ont une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, d'où sortent encore quelques coureurs. La course qui est décidément beaucoup plus animée que le Grand Prix de Québec pour l'instant. Allez, il y a d'autres coureurs qui rejoignent Lewis Aski et Laurens Pitty. On a un groupe de 9 coureurs au final qui s'est formé pour partir en contre à la poursuite des 7 coureurs à l'avant. On y retrouve Harry Sweeney pour l'IF, Gianni Vermeersch pour l'Alpecin de Koenig, Maro Schmidt pour la Jacques Wallula, Jan Tratnik, équipier de Laurens Pitty du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a encore Frédéric Dversnes pour l'Uno-X, Marius Meyerhofer pour la Tudor et Alex Baudin, lui aussi pour l'IF comme Harry Sweeney. Ces 9 coureurs ont 45 secondes de retard sur les 7 hommes de tête et environ 20 secondes d'avance sur le peloton. Course qui est totale là, cette fois-ci. Depuis le début, on est à 128 km de l'arrivée. Et les ascensions de la côte Camille Yaourt qui continuent évidemment de s'enchaîner. Et Nils Politt, lui, qui continue de mener le peloton. Il y a désormais Tim Wellens dans sa roue, Pogacar aussi haut placé. On sent que la Team Emirates prend ce contre parti à la poursuite des hommes de tête très au sérieux. Et allez, ça se regroupe pour les 2 groupes d'échappés. Et on se retrouve désormais avec 16 coureurs. 16 coureurs à l'avant, là, ça commence à être un groupe intéressant. Alors on est certes encore loin de l'arrivée, on est à 112 km. Ils n'ont qu'une minute d'avance sur le peloton, toujours mené tambour battant par Nils Politt et par les coureurs de la Team Emirates. Mais il est certain que pour rattraper ces 16 coureurs-là, il va falloir s'employer pour le peloton. On se rappelle, sur le Grand Prix de Québec, c'était au final de l'échappée qui était venu la victoire. Alaphilippe était sorti environ à 70 km de l'arrivée, dans un petit groupe de 5 qui était petit à petit revenu aussi sur les hommes de tête. Donc là, on a un scénario un peu similaire, à l'exception près qu'on est quand même beaucoup plus loin de l'arrivée que sur le Grand Prix de Québec. Mais on a aussi une échappée plus fournie et avec des coureurs vraiment de grands talents dans ce groupe. Oh, attention là, la chute, le soleil là. Oh, Pascal Enkorn, qu'est-ce qu'il a fait dans l'échappée? Il est tombé tout seul et il a fait un soleil. Il a juste pris un petit... Ouais, c'est ça, il a pris un petit... Il avait un tout petit trou dans la route, il est passé dessus. Et ça a suffi pour le déséquilibrer complètement et lui faire une grosse chute pour Pascal Enkorn. Bon, bah là, je pense qu'il il s'allonge sur la route, ça, il se relève quand même, mais ouais. Il ne reviendra pas au sein de l'échappée, Pascal Enkorn. C'est vraiment pas de chance, mais c'était vraiment un tout petit trou dans la route. Ça a suffi pour lui faire une telle chute, c'est quand même impressionnant. D'autant plus que c'était dans la montée, là. C'était pas du tout en descente, donc... Et ben du coup, plus que 15 hommes à l'avant. 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton à 109 km de l'arrivée. Allez, ça y est, Nils Politt qui s'arrête, qui n'en peut plus. On est à 95 km de l'arrivée, mais quel travail il a fait. C'est au tour de Tim Wellens de prendre la tête de ce peloton, ou de ce qu'il en reste, parce que petit à petit, il y a de plus en plus d'abandon, de plus en plus de petites cassures en plus, parce qu'on a du mal à rester dans le rythme terrible mis par cette Team Emirates et ce travail qui fonctionne très bien parce qu'ils sont en train de revenir à fond sur la tête de la course. Plus que 22 secondes d'avance pour les 15 hommes de tête, qui sont d'ailleurs plus 15 parce qu'ils ont perdu Artem Schmidt qui a fini par se relever. Et du coup, c'est son équipier, Andrew August, qui tente de mettre une accélération parce qu'ils sentent le souffle du peloton sur leur nuque. Mais là, c'est quasiment déjà désespéré. On est tellement loin de l'arrivée et le peloton est tellement proche, tellement déchaîné. Je me demande si on va pas voir aujourd'hui une attaque de Pogacar, là, encore une fois, à 60, 70, 80 km de l'arrivée. Ça serait pas impossible parce qu'il y a vraiment... Il reste 40 personnes peut-être dans le peloton qui est encore en file indienne, mené tambour battant par la Team Emirates comme si on était à 5 km de l'arrivée. Ils ne sont plus que 6 résistants, mais ils résistent bien. Maro Schmidt, Andrew August, Jan Tratnik, Alex Baudin, Embret Svestad, Bart Seng et Frédéric Dversnes. Voilà les 6 coureurs qui sont encore dans l'échappée. Et ils ont réussi à reprendre du temps sur le peloton, mené toujours par Tim Wellens, déchaîné lui aussi. 42 secondes d'avance pour les hommes de tête à 78 km de l'arrivée. Alors ça paraît toujours improbable qu'un de ces coureurs de l'échappée puisse gagner au bout, mais au moins il résiste joliment au peloton. Et bien sûr, dans le peloton, là, il n'y a plus personne qui vient d'aider la Team Emirates. On a vu la Lidl Trek et la Tudor les aider un petit peu en début d'étape, mais ça fait bien longtemps que cette époque est révolue parce qu'ils vont tellement vite que la seule préoccupation de tous les autres coureurs dans ce peloton, c'est de s'accrocher, c'est de rester dans les roues de Tadej Pogacar et compagnie. Au tour de Pavel Sivakov, c'est chacun son tour du côté de la Team Emirates. Tim Wellens qui se range, et on est dans l'ascension là.
Et ils sont en train de revenir à toute vitesse sur les échappées, plus qu'une dizaine de secondes. La question devant, ça sera juste quel sera le dernier résistant. Ça sera peut-être Alex Baudin qui est encore là, qui prend un petit peu d'avance sur les autres. Mais le plus important, là, ce qui se passe, c'est à l'arrière du peloton. Parce que ça a lâché pour Wout van Aert. Et là, ça lâche aussi pour Michael Matthews, ancien vainqueur. Donc il ne doit plus rester grand monde dans la roue des Emirates. Julien Alaphilippe est encore là, il se bat pour rester dans la roue de Tadej Pogačar avec encore peut-être une vingtaine de coureurs. Mais l'échappée qui va bientôt être reprise, il ne restera plus que Alex Baudin qui n'est pas encore été repris. Il y a Frank Van Den Broek et Svestad Bardseg qui sont encore intercalés mais qui vont bientôt être repris. Alex Baudin, seul en tête, on est à 72 km de l'arrivée. Et Pavel Sivakov qui continue son effort. Il reste quoi? Il reste Quinn Simmons, il reste Matthias Kjellmose. Et ça y est, Alex Baudin qui est repris par le rythme de Sivakov. Il reste encore Brandon McNulty, il reste encore Adam Yates, il reste encore Jonathan Narvaez pour épauler Pogačar. Et 15 coureurs à peu près qui sont derrière ces 4-là. Mais il n'y a plus non plus de Binyam Girmay qui a abandonné, il n'y a plus de Christophe Laporte non plus. Je vois vraiment pas qui va être capable de résister à Tadej Pogačar aujourd'hui là. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Et Sivakov qui durcit encore l'allure de nouveau dans cette ascension. 59 km de l'arrivée. Et ça va être fatal là. Julien Alaphilippe, c'est fatal aussi à Paul Lapera. Les deux Français qui lâchent. Et le groupe qui est donc encore plus réduit à l'avant. On y retrouve des coureurs comme Alberto Bettiol, comme Corbin Strong qui est encore là. Louis Barré, Valentin Madouas, Quinn Simmons, Quinton Hermans. Il n'y a plus de Florian Lipovitz par contre, qui a été distancé. Je crois que Oscar Onley, lui, est peut-être encore là, ainsi que Tobias Allan Johannessen. Je ne suis pas sûr de la présence d'Arnaud Delis non plus dans ce groupe. Ah, ça y est, la course qui enfin change de physionomie avec l'attaque de Brandon McNulty. Pavel Sivakov qui se range. On est une nouvelle fois dans cette ascension. Il ne reste plus que 4 tours, 36 km de l'arrivée. Et on pensait peut-être que c'était Pogačar qui allait attaquer d'aussi loin, mais non. On préfère d'abord lancer Brandon McNulty. Il y a Quinn Simmons qui le suit. Les deux Américains qui ont pris quelques mètres d'avance sur le reste du peloton. Et bien sûr, qui a encore assez de force dans le peloton pour aller poursuivre ces deux-là? Évidemment, il n'y a pas grand monde. C'est un coureur de Lièvre qui se met en tête du peloton, mais il ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, c'est un coureur de l'Intermarché Venti. Je crois que c'est Louis Barré qui tente de faire le jump, de revenir sur les deux hommes de tête, parce qu'en tête du peloton, c'est Tadej Pogačar lui-même. Et bien sûr, il ne roule pas, puisque c'est son équipier qui est parti à l'avant. Inattendu, le fait que ce soit McNulty qui attaque là. Mais c'est vrai que ça faisait 20 km que Pavel Sivakov menait avec McNulty, Narvaez, Yates et Pogačar dans sa roue, et que les autres, les 15 autres qui restent, ne faisaient que s'accrocher. On décide de changer d'un seul coup de stratégie en mettant l'attaque de McNulty, donc suivi par Quinn Simmons. Et Tadej Pogačar qui décide d'y aller à son tour. Et il décide d'y aller à son tour, Tadej Pogačar. Bon, McNulty n'était qu'un étage de plus dans la fusée, simplement qui est parti un petit peu avant. Et là, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la roue de Tadej Pogačar. Il va bientôt revenir sur Louis Barré, qui lui n'a pas réussi à rejoindre Brandon McNulty et Quinn Simmons. Mais malgré tout, il est dans le bon coup, Louis Barré. S'il arrive à s'accrocher à la roue ensuite de Pogačar, il se retrouverait dans un quatuor à l'avant. Ça serait très joli. Derrière, dans le groupe, le peloton, c'est Lièvre qui a encore 3 coureurs avec Alex Baudin, avec Michael Honoré, avec Nelson Poles qui tente de rouler, de limiter la casse. Mais c'est compliqué dans ce groupe. On retrouve encore Filippo Zana, on retrouve Tige Benoot pour la Visma, Matthias Kjellmose, Quinton Hermans, Valentin Madouas, Clément Berthet, Alberto Bettiol, Oscar Onley, Alex Aramburu, Ion Izagirre, Ewen Kosciu et Corbin Strong. Voilà les seuls coureurs qui pourraient encore peut-être s'imposer s'ils arrivaient à revenir sur le quatuor qui est en train de se former. Ah non, Louis Barré, il a lâché la roue de Pogačar. Pogačar qui revient sur Quinn Simmons et McNulty. Et Quinn Simmons, il a bien fait de se jeter immédiatement dans la roue de McNulty. C'était le moment ou jamais. Parce que là, maintenant, Quinn Simmons,
Il doit garder la roue de Pogačar comme seul objectif. Ça y est, Pogačar qui revient. On a donc 3 hommes en tête. Louis Barret qui est encore pas très loin, qui va faire l'effort. Ouais, c'est bon, ça va être bon pour Louis Barret aussi, qui a réussi à être là. Il a donc 4 coureurs à l'avant. Brandon McNulty qui continue de rouler avec Quinn Simmons dans sa roue Pogačar. Et Louis Barret, ces 4 coureurs ont à peu près une dizaine de secondes d'avance, on va dire, sur les 15 autres qui forment ce qui était le peloton, mais qu'on peut appeler le groupe Oscar-Only désormais, ou Mathias Kielmose qui semblent les 2 meilleurs grimpeurs en tout cas restants dans ce groupe. Et attention, ça commence à lâcher là pour Louis Barret, qui ne veut pas suivre. On est une nouvelle fois dans cette ascension, 23 km de l'arrivée. Louis Barret qui est en train de craquer malheureusement, sous le rythme de McNulty. Et attention là, Pogačar qui accélère. Pogačar qui y va de toute façon. Pogačar qui accélère, ça y est, il est lancé. Est-ce que Quinn Simmons... il essaie Quinn Simmons, mais là, il peut évidemment pas prendre sa roue. Il réagit avec un petit temps de retard, il tente de s'accrocher. Mais là, 23 km de l'arrivée, ça y est, c'est parti. Je crois bien que l'an passé, il avait attaqué exactement au même endroit, au même moment, à 23 km de l'arrivée dans cette ascension pour aller filer vers la victoire. Et là, on est bien parti pour aller faire un scénario presque tristement identique, j'ai envie de vous dire. Avec un Quinn Simmons qui n'a pas pu jaillir. Maintenant, il va falloir probablement se battre pour le podium, pour Quinn Simmons, pour Louis Barret. Mais avec un Brandon McNulty qui va peut-être s'accrocher dans sa roue, ça va être compliqué. En tout cas, ça y est, Tadej Pogačar, seul en tête dans ce Grand Prix de Montréal. Il a immédiatement pris 15 secondes là, sur Quinn Simmons. Ça sent bon pour aller chercher la victoire, ce qui serait la 85e victoire de la Team Emirates cette saison. Et c'est tout simplement le record absolu pour une équipe sur une année. Il date de 2009, il a été fait par l'équipe de la Team Columbia HTC, qui avait remporté 85 succès sur une même année. Et voilà, la Team Emirates qui va certainement égaliser dans 22 km une fois que Tadej Pogačar aura passé la ligne d'arrivée, si tout se passe logiquement. Il peut encore peut-être y avoir des surprises, mais quand même, c'est bien parti. Et il leur resterait encore 2 mois de compétition pour aller battre ce record, ce qu'ils feront bien sûr assez facilement. Pogačar, seul en tête. Il est désormais dans une partie plus plate, plus descendante, et il va probablement creuser. Et je pense que tous les autres vont devoir se battre seulement pour les places d'honneur. Et Brandon McNulty, qui s'est débarrassé de Quinn Simmons, et c'est désormais lui qui est en poursuite de Tadej Pogačar. Et du coup, Pogačar qui l'attend. C'est logique. Et on va voir, non mais c'est incroyable, il est en train de revenir, McNulty qui est en train de revenir dans la roue de son leader, du champion du monde, Tadej Pogačar. On est à 15 km de l'arrivée. Et ça y est, c'est fait. On a un duo à l'avant avec Tadej Pogačar et Brandon McNulty, les 2 coureurs de la Team Emirates. C'est une folie. Quinn Simmons est lui pointé à 30 secondes et on voit son rythme dans cette partie un petit peu... C'est pas la montée de Camillien Wood, mais ça monte quand même. Et c'est pas le même rythme que Pogačar et McNulty. Du coup, il reste un petit intérêt dans cette fin d'étape, c'est de savoir comment ils vont gérer d'être à 2 devant, là, Pogačar et McNulty. Est-ce que Pogačar va offrir la victoire à Brandon McNulty? Est-ce qu'ils vont se faire un petit sprint? Est-ce que dans la dernière ascension, il reste une seule fois le passage de la côte Camillien Wood, McNulty va avoir peut-être du mal à suivre Pogačar? Ou est-ce que McNulty va s'effacer pour laisser son leader gagner et collectionner les records? Si je devais voter, je dirais que Pogačar laisserait la victoire à McNulty. On va voir ça. En tout cas, le scénario quand même a un petit peu changé, donc avec ce retour de Brandon McNulty qui a réussi à se débarrasser de Quinn Simmons. C'est Tadej Pogačar qui du coup l'a attendu parce qu'il avait suffisamment d'avance. Et ces 2 coureurs qui vont non pas se disputer la victoire, mais probablement plutôt choisir lequel des 2 va gagner. 3 km 300 de l'arrivée. Et depuis que Brandon McNulty a rejoint Tadej Pogačar, il reste dans la roue de Pogačar. Ce n'est que Tadej qui fait le train. Sans même se retourner d'ailleurs, ils ne discutent pas trop entre eux pour l'instant. Pogačar qui roule, McNulty qui s'accroche. Pourtant l'écart là est suffisant, ils ont 1 minute 20 d'avance sur Quinn Simmons. Et Quinn Simmons lui se débat pour sauver sa place sur le podium. Et c'est pas fait parce qu'on ne sait pas trop, mais je pense 20-30 secondes derrière lui. Il y a tous les autres coureurs du peloton. Les coureurs avec Oscar-Only, avec Paulès, Bettiol, avec Louis Barret, qui est retourné dans ce groupe avec Alex Aramburu, avec Clément Berthet, avec Madouas, Hermans, Kielmose, Tish Benoît, Filippo Zanma, et avec encore 3 coureurs de la Team Emirates, Narvaez, Sivakov et Adam Yates. Alors imaginez que ce groupe revienne sur Quinn Simmons et que ce soit Narvaez par exemple qui s'impose ensuite dans le sprint dans ce petit groupe. On aurait 3 coureurs de la Team Emirates aux 3 premières places. Ce serait peut-être un peu trop, donc on espère que Quinn Simmons va résister pour au moins sauver sa 3e place. Et maintenant on va voir comment Pogačar et McNulty vont s'entendre pour le final et pour l'arrivée et désigner le vainqueur. Allez, la flamme rouge, et ça y est, on les a vus parler ensemble, ils ont discuté, ils ont même rigolé
On ne sait pas quelle est la décision prise. C'est toujours Tadej Pogačar, en tout cas, qui mène avec McNulty dans sa roue. Un dernier virage à 180 degrés, le dernier demi-tour. Et désormais, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Et comme prévu, on voit Brandon McNulty qui est en train de prendre la tête, de passer devant Tadej Pogačar. Ils continuent de discuter, de rigoler. Ils ont le temps de saluer la foule. Le grand sourire de Pogačar. Brandon McNulty qui tape dans la main de quelqu'un. Et McNulty, je crois qu'il a un problème avec son vélo. Il a un problème mécanique. Il a peut-être bien une crevaison ou quelque chose, mais il va quand même pouvoir aller jusqu'au bout. Ça serait quand même hallucinant qu'il ne puisse pas finir ces 300 derniers mètres là. Mais c'est bel et bien, allez, Pogačar qui tape sur le dos de Brandon McNulty et qui va aller s'imposer. Ouais, ils lèvent tous les deux la main, mais c'est bien McNulty qui passe la ligne en premier, juste devant Tadej Pogačar. Ça me fait peur quand ils font ça, j'ai l'impression qu'ils vont se rater et que c'est Pogačar qui va passer devant. Mais non, c'est bon, la victoire pour Brandon McNulty, le capitaine Tadej Pogačar qui l'a attendu et qui lui a ensuite offert. Voilà, là c'est marrant, hein, quand on compare avec la Vuelta il y a quelques jours où entre Almeida, Ayuso, Jevine, Marc Soler, c'était un petit peu chacun qui tentait sa chance. Une guerre des princes, bah là il y a le roi et c'est le roi qui décide et le roi c'est Pogačar. Et là il a décidé d'offrir à McNulty et du coup ça se passe très bien. Et maintenant on va voir la lutte pour la 3e place. Ça va être bon hein, pour Quinn Simmons qui est toujours tout seul et il va passer la ligne en 3e position. Magnifique course pour Quinn Simmons. Belle course pour les Américains ici au Canada qui font donc premier avec McNulty et 3e pour Quinn Simmons qui passe la ligne à l'instant. Derrière la lutte pour le top 10, on voit Adam Yates là en compagnie de Nelson Poles qui ont pris un petit peu d'avance sur les autres, ouais, qui vont se battre pour le 4 et 5. Et c'est Nelson Poles qui accélère, ouais, Adam Yates qui ne va pas aller challenger Nelson Poles. Poles qui va faire 4, Yates qui fait 5 et Louis Barret qui s'est accroché, qui est encore là et qui va aller prendre la 6e place. Belle course pour Louis Barret qui va faire premier français, 6e. Il était dans le bon coup, hein, il a réussi à être avec Pogačar, McNulty et Simmons, mais il a lâché juste avant l'attaque de Pogačar. Donc de toute façon, il n'aurait vraiment pas pu suivre. Les coureurs qui arrivent un par un désormais autour de Tish Bennett qui va aller prendre la 7e place. Loin, bien loin de la supériorité de la Team Emirates qui va donc aller chercher la 85e victoire de sa saison, égaliser le record, plus qu'une victoire. Et ils auront le record pour eux tout seuls. Allez, le Lutz, un sprint là dans le groupe, le petit groupe qui reste de 15 coureurs. Là, c'est un sprint pour la 8e place avec Alberto Bettiol. Non, il y a un coureur de la Cofidis qui va arriver juste avant. C'est Aramburu qui va faire 8e. Donc là, c'est vraiment juste pour le top 10. Et c'est Corbin Strong qui va faire 9e juste devant Bettiol, 10e. Et tous les autres coureurs qui arrivent ensuite. Skelmose, Only notamment dans ce groupe, qui n'ont jamais pu suivre Tadej Pogačar. Mais c'est pas Pogačar qui s'impose aujourd'hui, hein. Alors là, les bookmakers qui avaient tout mis sur eux doivent être dégoûtés de le voir offrir la victoire à son équipier Brandon McNulty. Cette victoire qui va directement entrer dans le top 3, je pense, des plus belles victoires dans la carrière de Brandon McNulty, et qui compte une victoire d'étape sur le Giro en 2023 et sur la Vuelta en 2024. Et ben aujourd'hui, il remporte la première Classic World Tour de sa carrière, le Grand Prix donc de Montréal. Cette saison, on l'avait aussi vu, hein, c'était très récemment remporté le chrono final et le classement général du Tour de Pologne. Ça aussi, c'était quand même pas mal. Et désormais, avec cette victoire, il ajoute une 19e ligne à son palmarès. 19 victoires en pro pour McNulty. Une victoire qui lui est offerte par Tadej Pogačar, qu'il a attendu, puis qu'il a laissé gagner. Enfin bon, il est quand même allé la chercher, McNulty. Hein. C'est lui qui a attaqué le premier là, dans cette difficulté à environ 35 km de l'arrivée. Pogačar est revenu sur lui, puis il l'a distancé, mais ensuite il a été capable de lâcher Quinn Simmons et de revenir ensuite sur son leader. Quinn Simmons qui fait donc 3e, il termine à 1,03, et puis un 3e américain dans le top 4 avec Nelson Poles, donc 4e à 1,45, suivent Adam Yates, Louis Barret, 6e à 2 minutes tout pile, la belle course pour le français, Tish Bennett 7e, Aramburu 8e, et puis le petit peloton, tout petit, hein, réglé par Corbin Strong, 9e devant Alberto Bettiol. Dans ce groupe, il y avait Jonathan Narvaez, Quinton Hermans, Jon Izagirre, Filippo Zana, Valentin Madouas, Ewen Kostiou, Mathias Skelmose, Alex Baudin et Oscar Only. Quelques favoris ont fini plus loin. Pello Bilbao 28e à 8 minutes 58, Arnaud Delis 29e à 11 minutes 20. Et puis au final, seuls 55 coureurs ont terminé la course alors qu'ils étaient 160 au départ. Le dernier à avoir terminé, c'est Michael Lennard à 16 minutes 21, le Canadien, qui à domicile s'est efforcé de finir, mais sinon voilà, beaucoup d'abandons. Des coureurs comme Paul Lapera, comme Michael Matthews,
comme Tim Wellens, comme Wout van Aert, Christophe Laporte, Simon Yates, Warren Barguil, Florian Lipowitz, Tobias Allan Johannessen, Laurent Spiti, Binyam Girmay, ou encore Matej Moric, Fred Wright ou Julian Alaphilippe. Et ils ont tous abandonné, tout comme également les 7 coureurs de la petite équipe nationale canadienne. Cette fois-ci, aucun n'a fini. C'était dur dès le début aujourd'hui et ça a fait des dégâts puisque même pas un tiers des coureurs ont fini l'étape aujourd'hui. Et maintenant, oui, parce que là, c'était vraiment une séquence là, entre la Vuelta qui s'est enchaînée avec le René Tour plus ces quelques classiques. On a besoin un peu de souffler un petit peu et du coup, on va pouvoir souffler pendant une petite semaine et puis ensuite, ce sera les championnats du monde. D'abord, le contre-la-montre, puis une semaine plus tard, la course en ligne. Ça se passe au Rwanda, ça sera assez historique pour ces premiers championnats du monde de l'histoire organisés en Afrique avec un Tadej Pogačar, encore une fois, comme tête d'affiche et qui va vouloir défendre son titre et garder son maillot de champion du monde. Ça sera au cours des 2 prochaines semaines sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.